Bonjour, je connais beaucoup de personnes ici dans la salle, pour ceux que je ne connais pas encore. Elsa Langripper, directrice du département MEF de l'ESP de Dijon. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'alternance intégrative. C'est le cœur de la réforme de la formation des professeurs et des CPE depuis 2013. Claude l'a dit, si cette alternance intégrative, on veut qu'elle soit réussie et qu'elle soit efficace, il faut que notre institution permette aux fonctionnaires stagiaires de faire des transferts. Des transferts entre ce qu'ils font, ce qu'ils apprennent à l'ESP, ce qu'ils font, ce qu'ils apprennent dans les établissements. Donc ça va dans ce sens-là, ça va aussi dans l'autre sens. Il faut qu'il y ait retour de ce qui est fait dans l'établissement pour qu'en SP, on fasse des temps d'analyse de la pratique, des bilans, des remédiations et que l'étudiant se construise comme ça de façon spiralaire et construise ses compétences professionnelles. Pour ce faire, il faut aussi que les acteurs se connaissent de la formation, les tuteurs, les chefs d'établissement et l'ESP. Donc c'est pour ça que dans l'académie, vraiment, on tient à ces temps de rencontre avec les tuteurs, avec vous. Donc mon rôle ce matin, c'est de vous présenter l'ESP, de vous présenter son organisation et surtout, ce qui nous intéresse plus particulièrement, la formation des fonctionnaires stagiaires. Pardon d'avance pour les collègues qui étaient là l'année dernière, qui vont peut-être réentendre certaines choses. On n'a pas tout changé en un an, hein. Et puis il y a des choses qu'on change et des choses qu'on change moins. Voilà, donc pardon d'avance. Je vais essayer de passer vite sur un certain nombre de choses pour que finalement, le plus intéressant, c'est sans doute ce qui arrivera encore après avec Madame. Voilà, donc cet SP de Dijon très particulière, je le répète, parce que vraiment... presque nous, ça nous pose des soucis quand on est au niveau national, quand on discute avec les autres SP, puisqu'on a vraiment une configuration particulière avec ces 4 départements, et pas seulement l'ancienne IUFM qui est ici, hein, qui est le département que je dirige avec les collègues. On a aussi 3 autres départements, les sciences de l'éducation, le département d'Hydro et le CIPE. Ces 2 premiers départements ont des étudiants autour des métiers de la recherche en éducation ou bien de l'ingénierie des métiers de l'éducation, de la formation et de la culture. Ce département n'a pas d'étudiants, c'est le Centre d'innovation pédagogique et d'évaluation des enseignements. Voilà. Et puis nous avons depuis l'année dernière, depuis septembre de l'année dernière, un laboratoire de recherche qui est l'IREDU, que vous connaissez sans doute, Institut de recherche en éducation, qui fait partie de notre SP. Donc voilà, cette SP de Dijon, elle a vraiment un périmètre particulier. Marie-Geneviève Gérard est la directrice de l'ESP, et donc ici, moi, je me situe à cet endroit-là. Cette autre diapositive, pour vous montrer, donc ici, nous retrouvons les 4 autres départements, et ici, de façon avec un T à l'envers, hein, le département MEF. Pour vous dire que le département MEF, c'est le second degré, ça vous intéresse aujourd'hui, mais c'est aussi le premier degré. Et qui dit premier degré, dit 4 sites de formation. Nous en avons un au Cerf, un à Dijon qui accueille aussi le second degré, et qui accueille aussi une nouvelle licence qui est la licence EFEC. Le site de Châlons, pardon, ce n'est plus Jacques Alès, pour ceux qui le connaissent, c'est Jean-Christophe Chardini à Châlons. Et puis site premier degré, Mâcon et Nevers. Donc 4 sites premier degré, un site second degré S2I, et puis le site de Dijon qui est à la fois premier et second degré avec un nombre d'étudiants conséquent. En tout, c'est 1000 étudiants que nous avons premier et second degré dans notre SP. Bon, cette diapositive aussi, je la passe assez vite. Nous avons 3 masters en formation initiale, un master premier degré, un master second degré pour les professeurs de collège et lycée général et professionnel, et un master encadrement éducatif pour les CPE. On a aussi en premier degré une spécialité en formation continue sur le KPSH qui sera étendu bientôt sur le second degré avec le KPI, KP2I, KP1. Ça va bientôt arriver, on nous l'annonce dès la rentrée prochaine. Bon. Cet organigramme aussi simplifié avec des noms qui peut-être vous parlent parce que vous avez des interlocuteurs par mail en tout cas. Lucie Corbin qui est la directrice adjointe qui était venue l'année dernière aussi avec moi. 2 responsables, Thierry Troncin pour la formation transversale, Julien Munier pour le second degré. C'est souvent au niveau administratif que vous avez des mails. Ce mail-ci, c'est vraiment le mail pour vous, si vous avez besoin de nous joindre. Avec ce mail-là, vous irriguez à peu près tout le monde dans le département. Et en tout cas, si vous voulez nous joindre ou me joindre, ça me revient directement si vous dites que ça s'adresse à moi, par exemple.
La composition de l'ESP, c'est pour aussi vous montrer, au-delà des chiffres, le côté pluricatégoriel de la formation. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans cette diapositive. Ça, c'est que le département MEF, hein, c'est pas l'ensemble de l'ESP. Nous avons 22 maîtres de conférences, 3 professeurs des universités, une ATER, Prague PRCE 42, ceux qui sont titulaires. Les collègues AFA, c'est-à-dire qui sont à la fois dans vos établissements, puis à la fois en formateurs chez nous, 34. Et 5 PREC. Et puis nous avons aussi des formateurs académiques, 37, des PEMF, hein, des maîtres formateurs premier degré, des directeurs d'application 100, plus des vacataires. Donc, si vous regardez ces chiffres, on se rend compte que finalement, les fonctionnaires stagiaires, quand ils sont en formation à l'ESP, il y a presque moitié de collègues qui interviennent et qui sont en fait des enseignants de terrain. Alors, toujours ces diapositives un petit peu compliquées de différents stagiaires à mi-temps. On commence au bout de 4 ans maintenant à être un peu aguerri et on commence à maîtriser un peu tout ça. Donc cette année, vous avez, en ce qui concerne les fonctionnaires stagiaires mi-temps, les fonctionnaires stagiaires mi-temps, vous avez des lauréats du concours de 2016 qui étaient soit en M1 l'année dernière, soit qui sont déjà titulaires d'un master, soit qui sont lauréats du concours n'exigeant pas la détention d'un master ou dispensés de master, parents de 3 enfants, sportifs de haut niveau. Et puis nous avons des lauréats d'autres sessions parce qu'ils sont en renouvellement ou en prolongation. Je pense que vous en avez dans vos établissements. Voilà, ils sont tous stagiaires mi-temps, peu importe le cursus qu'ils avaient avant, ce qui nous pose des soucis, mais c'est notre problématique de formation, parce qu'ils ont tous des cursus différents. Et ils sont donc mi-temps de l'obligation de service du corps considéré, suivant qu'ils soient agrégés ou certifiés, ou CPE, ou doc, ou professeur de PS. Lundi, mardi, vendredi en établissement, collège et lycée, et donc le mercredi et le jeudi en formation à l'ESP. Cette autodiapo que je vous avais proposée l'année dernière, qui montre l'étendue des catégories d'étudiants et ou de fonctionnaires stagiaires. Alors, vous accueillez aussi nos étudiants de M1, puisqu'il y a ce continuum de formation entre ce stage d'observation de M1 qui se poursuit en stage de pratique accompagnée, puis de responsabilité sur le M2. Vous avez donc des lauréats du concours des M2A, ils sont fonctionnaires stagiaires et ils doivent valider un master en même temps qu'ils doivent qu'ils essaient d'être titularisés. Je passe les M2B pour le moment. Ceux-ci, c'est aussi des fonctionnaires stagiaires, c'est ceux qui ont déjà un master autre ou qui sont sans obligation de master. Et ceux-là, c'est ceux qui n'ont pas eu le concours en M1, qui ont dû refaire un M2, qu'on appelle chez nous les M2B, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le concours, mais ils suivent la formation du Master 2, et ils ont repassé le concours après cette deuxième année de Master, et ils ont eu le concours. L'État les met en tant que fonctionnaires stagiaires à mi-temps, et les remet dans les SP pour une formation. Sauf que vous voyez le problème, ils ont déjà fait le Master. Donc il faut qu'à mi-temps, les SP soient en capacité de leur fournir une autre formation que celle du master. C'est ce qu'on appelle nous le DU-MEFA, le MEFA pour approfondi. Donc dans vos collèges et lycées, vous avez cette catégorie d'étudiants fonctionnaires stagiaires, cette catégorie et cette catégorie. 3 catégories différentes et 3 types de formations différentes pour nous. Claude, c'est pour toi ça. L'implantation des stagiaires, donc, elle s'est faite, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, dans une proximité géographique dijonnaise, puisque tous les stagiaires doivent venir le mercredi, jeudi, obligatoirement à l'ESP, quelle que soit leur catégorie. Hein, vous venez de voir auparavant. Le lieu s'est fait en fonction de ce qu'on appelle le contexte favorable, c'est-à-dire dans l'établissement la présence d'un tuteur. Marginalement, le tuteur peut être hors établissement d'accueil du professeur stagiaire. C'est le cas parfois pour les langues vivantes, c'est le cas pour l'éducation musicale ou les arts plastiques. Ou parfois dans certains enseignements professionnels où il y en a très peu dans l'académie. D'ailleurs, les implantations qui se trouvent éloignées de la Côte d'Or, par exemple, dans Lyon, c'est aussi la plupart du temps parce que la spécialité n'est pas forcément disponible en Côte d'Or
où nous avons plusieurs stagiaires de cette même spécialité et que nous devons les positionner. On ne va pas mettre 4 stagiaires dans un même établissement, quoique. De la même discipline. De la même discipline. Oui, elle n'avait pas fini sa phrase. De la même discipline, mais quand je disais ça, je sais par exemple que pour la discipline que je pilote en économie-gestion, il y en a parfois 3 dans le même établissement. Donc voilà. On essaie de pérenniser le lieu d'accueil parce qu'on met en place avec l'ESP une formation des tuteurs. Donc autant que faire se peut, on essaie d'avoir un vivier de tuteurs qui vont, tuteurs ou professeurs d'accueil, même si les missions sont un petit peu différentes, elles convergent quand même. C'est l'accompagnement d'étudiants ou de stagiaires en vue d'être enseignants. Et puis, évidemment, ils sont implantés aussi là où il y a des moyens postes disponibles. Poste, ça veut dire un temps plein ou un bloc moyen provisoire. Et encore cette année, devant certaines situations, les services du rectorat ont alimenté par des heures en plus pour permettre l'implantation d'un stagiaire qui, je le répète, doit être implanté sur un support entre 7 et 9 heures. Donc c'est arrivé un petit peu à la marge. Et le tout étant pour faire en sorte que cette alternance soit réussie et ne pas mettre dans des situations délicates le stagiaire qui on le voit bien, a quand même une année très très dense. Là, c'est les effectifs des fonctionnaires stagiaires mi-temps dans l'académie. Alors, quand on est sur des flux à 35, 45, 28, et qu'on réduit le périmètre des collèges et des lycées, ça devient difficile effectivement de ne pas en mettre plusieurs de la même discipline dans un établissement. Donc voilà, il y a quand même des gros flux chez nous, et puis il y a des plus petits flux, voire plus d'étudiants fonctionnaires stagiaires. Par exemple, en italien, cette année, nous n'avons pas d'étudiants fonctionnaires stagiaires. Je vous laisse observer ces chiffres. Donc, il y a du lycée général, bien sûr, et du lycée professionnel. Alors, ce qui est compliqué pour nous, vous ne vous en rendez pas forcément compte, c'est que vous avez ces formations dans vos établissements où on vous met les collègues, et pour cause, ils sont sur des postes. Nous, le ministère ne s'interroge pas trop de savoir si on a la formation en adéquation en SP. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux dire, hôtellerie technique culinaire, peinture, revêtement. À l'ESP de Dijon, nous n'avons pas ces masters, nous n'avons pas ces formations. Donc, alors, au mois de juillet, quand on nous annonce ces fonctionnaires stagiaires, le casse-tête est... Alors, tout ce qui est transversal, pas de problème, mais tout ce qui est disciplinaire, pour la didactique, le casse-tête est avec le rectorat de trouver des collègues qui vont pouvoir assurer la formation disciplinaire, didactique de ces fonctionnaires stagiaires. Il n'est pas question qu'on n'en propose rien de pertinent, mais c'est très compliqué. Et chaque année, on les appelle, c'est pardonnez-moi, des disciplines exotiques pour nous, parce qu'on n'a pas ces formations-là, et c'est très problématique. Et quand vraiment on n'a pas ce qu'il faut, on est obligé de les envoyer dans une autre SP, de faire des conventions avec des autres SP pour qu'ils aient une formation pertinente dans leur discipline. Voilà. Mais le ministère ne nous pose pas la question de savoir ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Alors, on rentre dans la partie formation. Qu'est-ce qu'ils font à l'ESP en termes de formation? Bon, alors bien sûr, ils sont nommés à partir du 1er septembre. Donc, on retrouve ici les 3 catégories de fonctionnaires stagiaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ceux-ci, ils étaient en M1 l'année dernière. Il faut qu'ils valident le M2 pour être titularisés. Donc en même temps que cette année de fonctionnaires stagiaires, ils doivent suivre tous les enseignements de la maquette universitaire pour valider leur M2. Et cette titularisation, elle se fera que s'ils ont en même temps validé leur Master 2. Ceux qui avaient déjà un Master MEF, donc on leur a créé un DU, une formation complètement spécifique pour eux, très peu d'enseignements pris du M2, parce qu'ils l'ont déjà fait, donc on va essayer de ne pas leur refaire faire ce qu'ils ont déjà fait. Quand même sur la didactique, enseigner sa discipline, voilà, ils reviennent un petit peu avec les collègues en formation, parce que bon, ça, toute sa vie, on peut travailler sur sa didactique et la pédagogie, il n'y a pas de problème.
Et puis donc, cette catégorie-là, les parcours dits non diplômants, ils ont déjà un master. Un master recherche, un autre master. On leur construit un parcours de formation à l'intérieur du master MEF. Ils ont des entretiens de début d'année avec des inspecteurs et des responsables de parcours, où ils vont choisir des formations à l'intérieur de la maquette MEF, plus des formations complémentaires. Donc c'est presque un parcours individuel de formation, avec dans la maquette MEF, plus des autres formations. Par exemple, ils peuvent aller en observation dans d'autres collèges, d'autres lycées. Donc peut-être que vous allez voir arriver des stagiaires qui vont venir voir observer un autre collègue, ou si vous avez des BTS qui n'ont pas dans leur lycée, ils peuvent aller voir comment fonctionne en BTS, etc. Quoi qu'il arrive, tous, et c'est un des ateliers de cet après-midi, ils doivent produire un travail scientifique de nature réflexive, c'est-à-dire pour les M2A et les M2C, le mémoire, et pour les DU, un projet. Alors on l'a mis en place l'année dernière, ce projet, peut-être dans vos établissements, vous avez en tête des étudiants fonctionnaires stagiaires mi-temps de l'année dernière qui ont mis en place ce projet. On en avait 20 d'étudiants DU l'année dernière, on en a 30 cette année. Moi j'ai assisté aux soutenances de ces DU, de ces projets. Il y en a qui avaient fait des choses vraiment de qualité en termes de projets dans vos établissements. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait vraiment de la qualité dans ce qu'ils avaient produit. C'est des projets interdisciplinaires avec des partenaires. Ils ont été en capacité de mobiliser des collègues, sans doute vous aussi. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça, pour certains, d'une grande qualité. Alors, la formation, mercredi, jeudi. Le mercredi, c'est toute la formation transversale. Vous allez retrouver là-dedans ce que vous avez dans le livret qui vous a été envoyé par le rectorat dont vous parlait Madame Valta tout à l'heure. Vous aviez une grande flèche où il y avait les différentes étapes et puis dessous, il y avait la partie de formation en SP. Alors, il y a 3 UE qui sont dans la formation transversale. Ce qu'on appelle l'UE question professionnelle avec, je les mets tout de suite les 4. Les 2 premiers points se font au semestre 3. Et les 2 autres points se font au semestre 4. Le premier, autorité, climat de classe et gestion des élèves perturbateurs et décrocheurs. Le deuxième point, suivi éducatif, orientation de l'élève, relations école-famille. Dans ce deuxième module, interviennent des chefs d'établissement, il y en a dans cette salle, des COP, des CPE, des collègues CPE. Des partenaires de l'école. Des partenaires de l'école, effectivement. Et des parents d'élèves. Et des parents d'élèves, tout à fait. Dans ce module-là, interviennent à la fois des universitaires qui parlent des recherches en éducation sur ces thématiques, mais aussi des collègues de terrain qui assurent, par exemple, les formations tenues de classe au rectorat. Au semestre 4, communication voix corps langage, comme son nom l'indique ici, c'est comment, moi enseignant, j'utilise ma voix, ma gestuelle, mon corps au service de la communication avec les élèves, avec toute la communauté au sens large. Et les projets pluridisciplinaires, les étudiants sont mis par groupe thématique et sur ce semestre 4 doivent réaliser un projet pluridisciplinaire. Les principaux de collège en verront sans doute l'utilité. L'UE 4 enseignement et recherche, donc ils vont suivre des séminaires de recherche. Ici, l'étudiant est amené à se former à et par la recherche. Ça fait partie aussi de la réforme de la formation des enseignants. Donc, ils vont suivre des séminaires de recherche en éducation, des séminaires de recherche disciplinaires, et ils vont faire aussi de la méthodologie de la recherche pour ceux qui n'en ont pas fait dans leur cursus. Et enfin, l'UE 5, qui est l'UE du stage, et donc l'alternance intégrative est encore plus forte dans cette UE-là. Des enseignements disciplinaires de préparation à l'exercice professionnel où on n'est plus sur des questions de gestion de classe, de pédagogie, un petit peu plus que sur la didactique qu'on verra pour le jeudi. L'analyse réflexive de la pratique, indispensable, enfin pour nous indispensable. La méthodologie de l'écrit et dans cette UE5, le mémoire qui à ce semestre va être un pré-mémoire et au semestre d'après, le mémoire et sa soutenance. Les jeudis, on est sur la formation disciplinaire. La formation disciplinaire, elle se sépare à l'ESP entre ce que font les UFR, parce que nous coportons les masters UFR-SP, nous n'avons pas la totalité des formations à l'ESP. Il y a encore toute une partie disciplinaire universitaire, purement universitaire, je vais dire. Donc c'est ça, ce bloc UE1 disciplinaire. Les UFR interviennent dans ce bloc-là. Voilà, donc ici on est sur la discipline de la mention. Et la partie plus didactique, qui
là se fait complètement en SP, enseigner sa discipline, où les étudiants ici travaillent sur la construction de séances, de séquences, la gestion de la classe autour je vais dire leur cœur de métier. Voilà, et cette UE5, je passe rapidement parce que c'est le miroir de ce qu'ils ont fait au semestre d'avant, en version disciplinaire. Claude, tu veux parler de ça? Oui. Donc le cadre réglementaire, vous le connaissez aussi, hein, c'est le référentiel des compétences des métiers du professorat et de l'éducation, qui a été publié le 25 juillet 2013. Et vous avez, à partir de ce référentiel, nous avons conçu des documents spécifiques académiques qui sont des cahiers des charges. Vous avez un document qui vous est dédié, hein, le cahier des charges qui décline un peu toutes les différentes situations des stagiaires avec on a rédigé un peu ce livret d'accueil pour expliciter un peu mieux ces différents documents, à savoir les différents temps dans l'année pour vous, mais aussi pour le stagiaire, sachant qu'à la fin de l'année, vous avez un avis à porter sur, en référence à ces compétences qui sont identifiées dans le référentiel, sur chaque stagiaire, et c'est votre avis conjugué à celui du tuteur, plus l'avis de l'inspecteur, contribue à émettre un avis, l'un des avis de titularisation, l'autre étant celui de l'ESP. Et si l'un des deux n'est pas positif, les stagiaires ont un entretien. Et on va le dire après. Parmi le cahier des charges, il y a celui du tuteur, avec pour le stagiaire quand même un certain nombre d'obligations, quel que soit le parcours envisagé, que ce soit la passation d'un M2 parce qu'il n'a que le M1, que ce soit l'obligation du parcours adapté, qui est un volume d'heures équivalent à celui d'un M2, tous les stagiaires ont l'obligation de participer à la formation les mercredis, jeudis, et tous les stagiaires doivent rédiger un mémoire ou un projet s'ils sont en DU. Je suis passée un peu vite tout à l'heure sur la formation transversale. Vous m'aviez demandé l'année dernière à ce qu'on vous envoie le livret de formation transversale. Je vous l'ai fait normalement envoyer il y a un mois. Et vous aviez aussi dans ce mail les mercredis après-midi libérés pour les collègues de PS. Donc dans ce mail-là, vous aviez les deux choses. Donc si vous voulez aller voir un petit peu plus précisément, je suis passée très vite évidemment sur le livret de formation, vous trouverez le descriptif des contenus de la formation transversale dans ce qui vous a été envoyé il y a 3 semaines, je dirais, juste avant les vacances. Il est en ligne sur... Et il est en ligne aussi sur le site de l'ESP. Alors, dans cette alternance intégrative, il y a bien sûr la clé de voûte. Pour nous, c'est le co-tutorat. Un tuteur établissement, un tuteur SP, qui va suivre toute l'année ce stagiaire, avec non seulement des visites, mais des temps de rencontre, des fois des temps de rencontre conjointes, enfin même à 3 d'ailleurs, des temps de rencontre que du tuteur établissement avec son stagiaire ou des temps de rencontre que du tuteur SP avec son groupe de référence. Voilà. Il y a 2 visites, vous le savez, par tuteur, par ce co-tutorat, une 3e supplémentaire possible. Hein, ça peut arriver. Si l'étudiant, on le sent fragile, s'il y a une procédure d'aide qui a été enclenchée, on va y revenir. 3e visite possible. La première visite, elles ont eu lieu avant les vacances de la Toussaint. La 2e visite avant les vacances de février. 3e visite vers mars. Et puis après, il y a la visite de l'inspection avril-mai. Au niveau de l'évaluation du stage, pas forcément de toute la formation, mais du stage, elle est à la fois formative et elle est à la fois sommative. Dans la partie formative, il y a tout cet accompagnement avec ces visites qui sont des visites conseils et pas des visites d'inspection, à proprement d'évaluation, des visites conseils et des comptes rendus de visite. Ces comptes rendus sont des outils de formation extraordinaires. Moi, j'étais avec mon groupe de référence d'hispanistes hier. On a repris les visites, on a relu ces comptes rendus de visite, on a travaillé autour des axes de formation. On a travaillé 2 heures on a vraiment bien avancé grâce à ces comptes rendus de visite. Au niveau de l'évaluation sommative, nous avons le rapport bilan du tuteur, le mémoire
ou le projet, qui est en lien avec le stage, hein, donc le mémoire ou le projet, et la visite de l'inspecteur qui viendra entre mars et mai avec une première notation pédagogique. C'est le choix qui est fait dans l'Académie de Dijon pour cette entrée dans le métier. Tu veux dire quelque chose? Oui, pour le rapport de l'inspecteur, c'était une demande des délégués du personnel enseignant il y a 2 ans, qui voyaient que la plupart des stagiaires de notre académie et qui sont dans l'ESP quittent l'académie. Donc ils sont majoritairement dans les académies d'Île-de-France. Et même si on essaie d'aller inspecter les professeurs titulaires qu'on appelle les T1 ou T2 prioritairement, dans les grandes académies comme Créteil-Versailles, ils ne sont pas forcément vus les 2 premières années et n'ont qu'une note pédagogique qui est celle issue de leur rang au concours, donc qui n'est pas forcément... qui ne les favorise pas forcément toujours. Et puis je dirais même que certains, nous on les voit revenir 3 ou 4 ans après dans l'Académie de Dijon, ils n'ont toujours pas eu de vraies notes pédagogiques qui révèlent un peu le volet professionnel du métier. Donc le recteur avait décidé, donc il y a 3 ans, c'était peut-être une rectrice à l'époque, je ne me souviens plus, de rendre obligatoire la visite d'inspection, parce que dans beaucoup d'académies ça ne se fait pas systématiquement, on ne fait que les visites d'inspection pour les stagiaires en difficulté, et le parti pris était de dire il ne faut pas stigmatiser ainsi pourquoi tous les stagiaires ne seraient pas vus. C'est aussi un moment pour nous de faire le point avec eux et d'identifier aussi des stagiaires un petit peu qu'il faut soit accompagner, mais surtout de très bons stagiaires qu'il faut un petit peu intégrer dans un vivier de formateurs, par exemple, très très vite. Donc cette visite d'inspection, ça leur donne effectivement une première note pédagogique réelle et intégrée qui correspond à leur échelon de reclassement, qui est aussi important parce que leur note pédagogique mise, c'est celle du rang au concours premier échelon. Et puis c'est pour nous l'occasion de tous les rencontrer. Alors la procédure d'aide, hein, c'est un point important pour vous et pour nous. C'est là aussi le lien peut se faire là. Alors là, il se fait dans le cas de fragilité du stagiaire. Hein. Il y a un document spécifique qui se trouve dans le cahier des charges du tuteur. Ce qui est important, c'est que cette procédure d'aide, elle peut être déclenchée par plusieurs acteurs. À chaque fois, c'est et où. Le tuteur en établissement, le tuteur de l'ESP, le chef d'établissement, le professeur fonctionnaire stagiaire. Donc, vous pouvez, si vous estimez, sans doute avec le tuteur, que vous avez un stagiaire qui est en difficulté ou qui ne fait pas son travail, vous pouvez déclencher une procédure d'aide. Donc la procédure d'aide, on a essayé de résumer sous 3 grandes thématiques les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Une ou des attitudes non conformes aux attentes institutionnelles ou à l'éthique professionnelle. On en a eu l'année dernière, malheureusement. D'importants problèmes de tenue de classe ou de gestion de classe. C'est souvent là que le bât blesse. C'est presque normal. Un manque de travail répété au sein de son établissement. Préparation des cours. Là aussi, on en a eu l'année dernière. C'est juste pas possible. Au vu des problèmes rencontrés, quelle procédure spécifique d'aide sera proposée, mise en place durant l'année de formation? Alors, c'est là aussi où je pense que l'atelier de cet après-midi il va devoir se creuser un petit peu la tête pour voir comment tout ça peut faire du lien. Ça peut être une visite supplémentaire décidée par le ou les tuteurs, la participation à un module tenue de classe. Là, par exemple, nous avons des stagiaires qui sont en difficulté sur la gestion de classe, sans doute vous le savez vous-même, et on va les intégrer à une formation tenue de classe qui va avoir lieu début décembre. Des observations dans les classes d'autres collègues ou d'autres niveaux, un suivi par le chef d'établissement, donc là vous avez un peu votre carnet de route de travail de cet après-midi, et puis on peut aussi sur les parcours adaptés réviser le parcours de formation, parce qu'en septembre ils nous ont dit moi je sais faire ça, cette compétence-là je la maîtrise, ça aussi, puis on s'aperçoit que c'est pas si maîtrisé que ça, donc nous on se donne le droit aussi de revoir leur formation au sein de l'ESP. Quelques chiffres pour l'année dernière, puisqu'on l'avait mis en place l'année dernière, donc ça nous a semblé intéressant de vous donner ça. L'année dernière, il y a eu 23 procédures d'aide qui ont été déclenchées.
Des fois, il y a eu 2 procédures d'aide pour un stagiaire sur la même année. Sur ces 23 procédures d'aide, il y en a 10 qui ont été en fait titularisées à la fin. Donc ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que si on met un stagiaire en procédure d'aide, son année de stage est foutue. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de leur expliquer, nous, c'est que cette procédure d'aide, c'est un des outils d'accompagnement. Ça n'a rien d'une sanction et ça n'a rien de quelque chose de définitif. Il y en a 7 qui sont en renouvellement, il y en a 4 qui ont été licenciés, et les non évaluables, c'est ceux qui sont en prolongation parce qu'ils étaient soit en arrêt maladie, soit en congé maternité. Voilà. Cette alternance pardon, je t'en prie. Sur la procédure d'aide, quelques éléments. Je pense qu'il faut très vite, vous aussi, vous êtes quand même, vous les voyez, être très très réactifs, parce que vous voyez, il y en a que l'on nous a signalé fin septembre, parce que ça semblait être des stagiaires un petit peu en difficulté, très timides, réservés, etc. Ils vont suivre une formation supplémentaire début décembre. Pour autant, pour certains, ça va déjà mieux. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi, c'est aussi une prise de conscience de leur part, qui pensent que le métier d'enseignant, ils savent faire, ça ne posera pas de problème. Et jusqu'à fin septembre, ça va à peu près, sauf que le tuteur parfois ne les voit pas très souvent, sauf que le chef d'établissement qui les convie à des rencontres nous relate qu'ils ne viennent pas non plus. Enfin, c'est un petit peu la fuite, sans être totalement le déni, mais non, moi ça va bien, ne vous inquiétez pas. C'est l'occasion de formaliser un document qui va aussi leur faire prendre conscience un petit peu de certaines difficultés, ce qui pour eux n'est pas, enfin, c'est pas anormal, hein. Il y a des stagiaires qui découvrent totalement le métier. On disait qu'il y en a beaucoup, près de la moitié, qui ont déjà un M2. Pour autant, c'est souvent une seconde carrière. Et c'est pas parce qu'on était un brillant professionnel DRH, ou enfin, je parle pour ceux que je connais, ou dans un autre domaine, qu'on est un enseignant qui n'a pas besoin d'apprendre et de maîtriser d'autres compétences que celles qu'il avait déployées dans son ancien métier. Donc c'est pas anormal, il faut un petit peu, j'allais dire, normaliser et dire que cette procédure d'aide, c'est pas du tout un signe de non-titularisation quand on la met en œuvre. C'est justement, et ça le montre presque la moitié, c'est pour mieux les accompagner. Toujours dans cette alternance intégrative, on vous l'a dit, nous, on essaie de garder ce lien très proche avec les tuteurs. Alors il y a des néo-tuteurs et puis il y a des tuteurs déjà aguerris. Donc on a mis 2 jours de formation. On a arrêté de faire des formations à public désigné pour tout le monde, puisque, comme je vous dis, il y en a qui le sont depuis des années, qui n'ont pas forcément besoin de revenir en formation ou qui ne souhaitent pas. Bon. Donc on a mis deux temps de formation pour les néo-tuteurs, et puis on a mis un temps de formation justement pour les tuteurs qui ont déjà des stagiaires en difficulté avec procédure d'aide. Je n'ai pas fait le point juste avant de venir, mais je sais qu'on a déjà des procédures d'aide qui sont lancées. Les stagiaires en difficulté posent aussi beaucoup de problèmes aux tuteurs, parce qu'ils se sentent un peu, comment dire, c'est un peu, ils considèrent que c'est un petit peu, ça pourrait être de leur faute. Ouais. Donc il faut aussi, les accompagner, les tuteurs, c'est pas ça, mais essayer de remettre un petit peu en place le rôle de chacun. Et vous avez aussi un rôle très très important pour ne pas que ces tuteurs finalement prennent un peu pour eux les difficultés des stagiaires rencontrés. Oui, c'est douloureux pour les collègues tuteurs d'avoir des stagiaires en difficulté. Et c'est vrai qu'ils se sentent responsables. Ouais. C'est douloureux quand ils ne parviennent pas en plus à ce que certaines situations, qui n'est pas du tout de leur fait, ne se règlent pas, voire empirent au fil de l'année. Donc voilà, c'est pas simple. Juste sur l'évaluation finale, mais on l'a dit rapidement, donc il y a un jury de titularisation. Et un jury de titularisation qui se fonde sur 3 avis. L'avis d'un des membres des corps d'inspection, après consultation du rapport final du tuteur, l'avis du chef d'établissement et l'avis de la direction de l'ESP. Cet avis de la direction de l'ESP est posé sur 3 axes: l'investissement professionnel, l'investissement et la qualité de la réflexion, l'investissement dans la formation, l'assiduité, la participation et l'implication. Voilà. Si un de ces 3 avis n'est pas favorable, donc les stagiaires ont un entretien
il y a parmi vous des membres de ce jury, et l'entretien essaie aussi un petit peu d'être neutre, je ne sais pas, mais d'entendre le stagiaire, puisque ça dure à peu près une demi-heure, 20-30 minutes. Et c'est vrai qu'on a aussi des stagiaires qui sont dans des situations personnelles très particulières. Il y en a beaucoup parmi eux, par exemple, qui ne sont ni de l'académie et leur famille est ailleurs. Et qui sont parfois dans des situations très difficiles. Donc il y a, encore une fois, des cas vraiment spécifiques. Enfin, en économie-gestion, encore une fois, on en a eu un l'an passé. Il faut être très très attentif parce que des difficultés peuvent aussi être, pas totalement, mais en partie être dues à ces situations personnelles qui sont très difficiles à gérer. Et donc il y a une proposition des professeurs stagiaires titularisables proposée à Madame la rectrice, qui ensuite se prononce et valide ou pas, sachant que les licenciements, les avis et les propositions de licenciement doivent être ensuite transmises à la DGRH qui valide, en consulte, valide ou pas. Hein. Là aussi, il faut être très prudent dans la diffusion des avis parce que ça peut, la proposition peut revenir un peu cassée fin août. Donc voilà. Et pour terminer, pour qu'on fasse le bilan de l'année dernière, justement, sur ces titularisations, j'espère que vous aimez les tableaux à plusieurs entrées. On avait l'année dernière 326 fonctionnaires stagiaires second degré mi-temps. 286 ont été titularisés, ça fait quand même presque 88%. Et là, on a mis ces deux colonnes sur les procédures d'aide, donc vous retrouvez les chiffres de la procédure d'aide à côté. 7 ont été licenciés. Sur les 326, sur les 7 licenciés, il y en avait 4 qui avaient fait l'objet d'une procédure d'aide. 19 ont été en renouvellement, sont en renouvellement dans nos établissements. 7 avaient eu une procédure d'aide. 14 vont être évalués cette année ou cette fin d'année, soit sur le jury d'automne, soit sur le jury de juin. Et voilà. Donc 88% de titularisation. Nous avons cette année un petit peu moins de 300 stagiaires. Tous les ans, nous découvrons des cas un peu particuliers. Je ne sais pas si les collègues sont présents, je ne peux même pas les voir, de 3 stagiaires qui ont été affectés fin juillet, qui ne l'étaient plus fin août, parce qu'ils n'avaient pas coché la bonne case au moment de leur inscription. C'était 3 stagiaires titulaires déjà d'un M2, mais qui, pour se préparer au concours, s'étaient inscrits en M1 MEF et malgré tout avaient quand même un M2. Donc ils ont coché qu'ils avaient un M2, qu'ils possédaient déjà un M2, puisqu'on leur avait dit au téléphone, au niveau du ministère, que ça n'avait pas d'importance. Or, ils ont été soupçonnés d'avoir triché et de s'être inscrits en M1 MEF, puisque l'une des conditions très théorique, hein, qui est donné par le ministère, c'est que si on est dans un M1 MEF, dans un SP, on est obligatoirement dans la même académie d'ESP en M2. Je dis c'est théorique parce que... C'est théorique. C'est théorique. Et alors que ces stagiaires, c'était pas du tout... leurs objectifs, c'était pas ça. C'était qu'ils ne savaient pas vraiment comment remplir. Ils ont demandé conseil, on leur a dit de faire ça. Donc ils se sont retrouvés, nous sommes retrouvés début septembre à devoir leur trouver, parce que le ministère a dit c'est pas grave, on les reporte d'une année, puisqu'ils ont triché. C'est pas grave. Donc ils vont être contractuels pendant 1 an, trouvez-leur un temps plein. Donc il a fallu qu'on leur trouve, ces stagiaires quand même qui pour certains avaient déménagé avec famille, hein, pour se retrouver à Dijon, il a fallu qu'on leur retrouve un autre mi-temps. Je le dis parce que, encore une fois, j'avais une stagiaire concernée qui était à Châlons, il a fallu trouver un autre mi-temps à Auxonne, refaire les emplois du temps, etc. Et finalement, après recours de leur part, puisque nous ne comprenions pas au niveau du rectorat pourquoi ils avaient un master, ils étaient reçus au concours, certains brillamment, et pourquoi ils n'étaient pas maintenus dans l'académie alors que l'on avait des besoins. Et finalement, fin septembre, ils sont revenus pour 2 d'entre eux,
dans l'académie. Donc merci aux collègues d'avoir à nouveau refait les emplois du temps, puisqu'ils revenaient à mi-temps sur leur affectation d'origine, bon, etc. Et il y a quand même la 3e stagiaire qui a été mutée à Rouen. Le plus difficile pour eux, c'était de les convaincre d'accepter un emploi de contractuel, alors que... Oui. Bon, après, je crois que vous avez beaucoup fait aussi pour eux. Hein. Enfin, moi, je ne savais pas que les 3 n'avaient pas eu satisfaction. Moi, c'est le cas pour la stagiaire d'anglais. Oui. Mais c'était difficile. Ah ouais, c'était douloureux. Oui, psychologiquement, enfin, on les a portés. Hein. On les a portés. Et c'est vrai que... Alors, voilà, c'est un exemple, mais bon, on en fait tous partie d'une administration qui est... qui n'écoute pas vraiment. Qui n'est pas très bienveillante, parfois avec les stagiaires. Elle était ravie fin juillet d'arriver dans l'académie, dans l'éducation nationale, etc. Elle m'a bien plu. Voilà. Donc pour 2 d'entre elles, elles sont maintenues dans l'académie. Donc fin septembre, on a entrepris de leur faire un parcours adapté. C'est celle qui vient chez toi. Voilà, ça va bien, elles sont ravies. Bon, la 3e à Rouen, c'est plus délicat, mais voilà. Donc, on a aussi des accros qu'il faut pouvoir gérer fin août, hein, parce qu'on a découvert quand même des situations autres que celle-ci particulière. Oui. Une question par rapport à... Imaginons qu'on ait un stagiaire qui ne va pas du tout en mystique pétinable, et ça ne va pas. Est-ce qu'il lui est proposé systématiquement un renouvellement ou est-ce qu'il peut être licencié dès la première année? Il y a eu des licenciements dès la première année. On peut licencier dès la première année, sauf que, vous savez bien, dans l'administration, enfin, il faut quand même des vrais arguments et des traces écrites. Il y en a qui ont été, sur les 7 là, ils n'étaient pas tous déjà en renouvellement d'une année précédente. Hein. Voilà, non, il y en a qui ont été licenciés secs. Je ne vous ferai pas, je ne vous dirai pas que parfois des licenciés premier tour, etc., nous reviennent 2 ans après parce qu'ils ont repassé le concours. Il y en a 3 fois, il y en a eu un. Ou comme contractuel. Ah, ça c'est plus moyen. Oui. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, majoritairement, la formation semble correspondre à leurs attentes, même si, oui, on peut toujours dire que ça peut s'arranger. Nous essayons conjointement d'être à leur écoute et de faire en sorte aussi de ne pas susciter des difficultés supplémentaires, parce que je le disais, pour certains stagiaires, hein, on n'a pas fait la moyenne d'âge, mais de plus en plus on voit qu'ils ont 35-40 ans, ça veut dire qu'encore une fois, ils ont une famille, ils ont eu un autre métier, et bon, ils sont affectés dans l'académie, pour certains, c'est déjà quelque chose de lourd à gérer. La formation qui vient, qui est dense, donc il faut comprendre qu'ils doivent assumer pour cette année une charge de travail très très importante.